Jour, macaron, petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut, soyez les bienvenus dans, dans cet nouvel épisode. Et comme d'habitude, j'ai le plaisir d'être à côté de mon amie Louisa Moraes. Ça va, Louisa? Coucou, ça va tout le monde? Voilà, et aujourd'hui, on va continuer notre discussion autour des Luc le lièvre, Senghor, Sénégal, Afrique, un peu de l'Afrique, bien sûr, une petite partie. Et qui on va recevoir aujourd'hui, Louisa, pour nous aider dans cette discussion? C'est Raïssa. Et donc, on a l'honneur et le grand plaisir d'avoir ce moment-là de rencontre, n'est-ce pas, avec elle. Et Raïssa, elle est professeure d'histoire de l'Afrique à l'Institut d'histoire de l'UFRJ. Elle a fait son master et doctorat en histoire sociale de la culture à l'UFMG et à l'Université de Bordeaux-Montaigne, donc en co-tutelle. Donc, ça veut dire au Brésil et en France en même temps. Et ses centres d'intérêt sont l'histoire intellectuelle et politique de l'Afrique francophone au XXe siècle. Et se concentre principalement sur le mouvement de la négritude et le panafricanisme, dans la revue Présence africaine, donc ainsi que sur l'indépendance des pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, Raïssa, ça va, Raïssa? Salut Adrien, salut Louisa. C'est un peu étrange de t'appeler comme Louisa, comme ça, mais salut, parce que c'est mon amie personnelle, Oui, on va dire. oui. Mais salut tout le monde, c'est un grand plaisir d'être ici. J'espère que ça va aller bien. C'est comme ça. Un gros merci. Ouais, c'est bizarre, n'est-ce pas, de parler en français avec une amie brésilienne, mais on est là et on va s'amuser un petit peu et surtout connaître, n'est-ce pas, un côté super, je pense que inconnu, n'est-ce pas, pour les Brésiliens, les francophiles. Et c'est un grand honneur et un grand plaisir. Voilà, c'est énorme. Et Raïssa, Louisa, elle a très, très bien présenté ton latte, je pense. Mais j'aimerais savoir de toi-même, qui es-tu à la queue de la boulangerie? C'est un peu difficile, hein? C'est toujours difficile de nous présenter comme ça. Mais moi, je suis Raïssa, je suis prof à l'Institut d'histoire, je suis historienne. J'aime bien être historienne, j'aime l'histoire comme science, comme savoir, métier. Je crois que c'est une manière de penser qui fait beaucoup de sens, en fait, même si on n'est pas dans la fac, même dehors de l'université, je crois que l'histoire donne un pouvoir critique très important. Et alors, je crois que c'est ça que j'aime bien en histoire. Et je suis comme ça, une femme mineire Oui. qui habite à Rio. C'est ça, maintenant. Oui, super. Donc alors, on a préparé quelques questions, mais avant de commencer en fait ce programme que nous avons, je voudrais, dans la présentation, j'ai parlé de la revue, n'est-ce pas, Présence africaine. Et donc, je pense que pour les auditeurs, ça serait intéressant de parler un petit peu. Donc, c'était quoi la présence africaine? Où elle sortait? Enfin, qui faisait partie? Donc, pendant combien de temps elle a été publiée?
Alors, j'ai étudié la revue Présence africaine pendant le doctorat. Donc, mon doctorat, c'est le sujet principal, c'est la présence africaine. C'est une revue qui est née le 1947 à Paris, mais elle a été publiée en même temps à Paris et à Dakar. Et elle a été le produit d'une génération d'intellectuels qui sont nés en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest. On appelait à ce moment, en 1947, cette partie, en fait, le territoire qui faisait partie des colonies françaises, des AOF, Afrique occidentale française. Alors, c'était principalement des intellectuels qui venaient donc de l'AOF. Un homme, ça vient principalement un homme, qui c'était Alioune Diop, c'était un Sénégalais, né en Saint-Louis du Sénégal. Mais on a aussi d'autres noms importants comme Léopold Sédar Senghor, qui était déjà à ce moment-là un intellectuel et aussi un député représentant le Sénégal en France, très important, donc une figure majeure, une figure politique majeure à ce moment déjà. Et aussi d'autres figures qui ne sont pas africaines, comme Aimé Césaire, par exemple, et qui, avec Senghor, étaient, je crois, qui sont le nom principal, on peut dire, de la création de la négritude. C'était un mouvement pendant les années 30, qui, à ces moments, dans la fin des années 40, était déjà un mouvement très, très célèbre déjà. Et alors, donc, c'était deux figures majeures, figures politiques aussi. Césaire, à ce moment, était déjà un député représentant la Martinique, parce qu'il est martiniquais, donc il est né en Antilles. Et alors, ces deux figures étaient très importantes pour lancer le nom des présences africaines comme un véhicule important de cette génération d'intellectuels africains en France. Donc, c'était une revue liée à cette élite intellectuelle, principalement africaine, mais aussi des Antilles, qui était une élite intellectuelle noire, mais qui était comme étudiant, comme politicien, était à ce moment-là en France. Donc, comment on peut penser un peu comme un exil, hein, comme des personnes exilées un peu. Donc, à ce moment, ils ont pensé à cette revue comme une manière de rassembler cette élite et aussi de parler avec des intellectuels noirs un peu partout, un peu avec ce qu'ils ont appelé le monde noir. Donc, c'était un véhicule. Et la revue est née le 1947 et elle existe jusqu'aujourd'hui en fait. Et elle a été transformée en une maison d'édition en 1949 avec sa première édition, son premier livre lancé en 1949, c'était La philosophie bantou. Et après, elle a aussi créé une librairie avec le même nom, Présence africaine, qui est située au même lieu jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, à rue des Écoles, je crois. À Paris. Oui, à Paris, Oui. près de la Sorbonne. Oui. Tu as parlé un peu sur ces mouvements de négritude. À quoi ça consistait? Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu? Oui. Alors, la négritude, ces mouvements, c'était un mouvement qui
a eu place un peu avant la présence africaine. En fait, pendant les années 30, j'ai étudié la négritude pendant mon master. Alors, pendant les années 30, on a cette élite, principalement une élite intellectuelle des Antilles, qui est un peu mieux placée à ce moment, qui est, on peut penser, en fait, qui est une élite africaine. Donc, on a plusieurs Antillais, Entière. Antillais. À ce moment-là, à Paris, donc dans les années 30, on a plusieurs intellectuels, femmes et hommes. Donc, on a des noms comme Paulette Nardal, Jeanne Nardal, en fait, les sœurs Nardal, Paulette, Jeanne, André, qui étaient le centre, chez les Nardal, étaient le centre dans des rencontres de toute une élite, de tout un monde d'intellectuels qui venaient donc de cette partie du monde, des Antilles. Et dans les années 20, principalement dans les années 30, ça commence à arriver des intellectuels africains aussi à Paris. Et ces intellectuels africains comme le poète Sédar Senghor, par exemple, qui arrive à Paris dans la fin des années 20. Et ils vont trouver cette élite un peu plus structurée à ce moment déjà, cette élite des Antilles, qui venait des Antilles. Ils ont fait ces rencontres intellectuelles. Donc, cette élite, avec les Antillais et les Africains qui sont venus principalement de l'Afrique de l'Ouest, donc principalement de l'AOF, ils vont donc commencer à penser principalement sur des questions, sur des sujets du racisme, du colonialisme, mais c'est pas exactement la même manière qu'on pense après la Seconde Guerre. Donc, la Seconde Guerre, c'est considéré comme un marque très important de changement, de bouleversement même dans l'histoire des colonies, dans l'histoire de la colonisation et même des mouvements pour l'indépendance. Mais dans les années 30, on a déjà ces mouvements, la négritude est basée déjà dans ces types de discussions, principalement autour de la race noire, des limites de l'universel, des limites des discours colonialistes et même les limites de l'assimilation. Donc, l'assimilation était à ce moment-là une catégorie juridique. Donc, cette catégorie avait un sens officiel dans était même une question importante pour penser la colonisation française. Donc, il y avait dans l'histoire de la colonisation française en Afrique, les personnes qui sont nées dans les colonies françaises en Afrique, on pense dans le cas, par exemple, de l'AOF, officiellement, on pense à partir de 1885, en 95 en fait, jusqu'à 58. Donc, ces petites périodes, on a donc, c'est la vie, on peut penser un peu, officielle de l'AOF. Pendant cette période, on a que jusqu'à 1946, les personnes qui sont nées dans les colonies françaises au sud du Sahara ne sont pas considérées comme des citoyens français. Donc, ils étaient des sudites français. Ils n'avaient pas la citoyenneté, donc ils n'avaient pas les mêmes droits
On peut penser un peu que la citoyenneté, c'est le droit d'avoir droit. Quand on fait partie d'un ensemble, d'un pays, on a droit d'avoir droit à partir des lois, à partir des codes des lois, en fait. Et dans ce cas-là, ces personnes qui étaient nées dans les colonies, donc officiellement étaient de territoire français, n'avaient pas donc ces droits-là. Donc, pour avoir cette citoyenneté, on avait ces procès qu'on appelait l'assimilation. Donc, l'assimilation était le procès juridique à partir duquel on pourrait être français. Mais c'était plus en discours, on peut penser, qui était un peu la base du discours colonialiste française, qui était l'idée la culture française était supérieure, il devrait donc être amené à tout le monde, donc pour civiliser les autres, hein, les personnes différentes, les différentes cultures. Donc cette idée était un peu la base, on peut penser la base discursive de cette colonisation, même la justificative de cette colonisation française. Et dans ce cas-là, on peut penser même que l'idée de l'assimilation, elle est très liée à cette base discursive et elle est même une espèce de concrétisation de cette base. Comme si l'assimilation était même le procès à partir duquel on peut civiliser quelqu'un. Mais dans le sens pratique, ça va être un procès très difficile et un procès basé sur l'idée qu'on a besoin de nier une culture locale, donc de nier une culture natale pour avoir cette citoyenneté. Donc, pratiquement, cette idée de l'assimilation était basée donc dans la liaison de la possibilité de civiliser cette culture différente. Parce que le procès était vraiment de nier cette culture. Et le sujet qui essayait d'avoir cette citoyenneté française, donc il devrait nier cette liaison avec sa propre culture et aussi il devrait prouver cette liaison avec une culture française. Par exemple, en servant des choses comme choses comme étiquette. Étiquette? On parle ça en français? Ah oui, mais c'est horrible, oui. Oui. Et cette élite intellectuelle qui était à Paris à ce moment-là, issus des Antilles, issus d'Afrique. Donc, ils connaissaient bien cette idée de l'assimilation, tant même l'idée discursive plus abstraite de cette assimilation, pour eux était donc le centre de tout un discours de critique de la manière par laquelle la France menait ses relations, ses rapports avec ses colonies à ce moment. Donc, pour eux, l'assimilation était le principal motif de critique de cette colonisation. Et la négritude, donc, elle est née de cette volonté de parler, de critiquer cette colonisation, de parler un peu de ces rapports entre France et d'autres cultures et de mettre lumière dans cette côté de la colonisation qui n'était pas très connue en France, très connue en métropole.
Donc, ils étaient donc, on peut penser, le fils, le fille d'une élite intellectuelle et politique, mais à Paris, quand ils sont arrivés, à Paris, ils étaient des personnes des secondes classes. Donc, ils étaient des citoyens mineurs, des citoyens avec donc, ils faisaient face à une situation qui était très loin, en fait, de l'idée de l'assimilation, de l'idée sur laquelle la colonisation française était basée, que c'était l'idée d'une France comme la mère de la civilisation, comme une nation civilisatrice, une force culturelle, quelque chose comme ça. Donc, la négritude, ça vient comme, à principe, comme une manière de penser à cette place qui ces gens-là ont à ces moments, ces intellectuels. Donc, on peut penser de personnes qui dominaient le français, dominaient les habilités qui, normalement, on pense sont de caractéristiques, des qualités des grands hommes, des figures majeures dans le monde français que valorisait l'idée de l'intellectuel. Alors, ils étaient donc des personnes avec beaucoup de savoir, mais en même temps, ils n'avaient pas ces pouvoirs liés à cette image de l'intellectuel parce qu'en fait, ils ne réalisaient pas cette image parce qu'ils étaient des personnes pas blanches. Donc, ils étaient des personnes noires. Et donc, la négritude, ça vient de cette discussion, de cet débat qu'ils ont mené, donc, ou qu'ils voulaient mener. Je ne sais pas, en fait, la réception de ça était très en fait, lié à cet petit monde, cet petit on peut penser même à un microcosme intellectuel de ces Antillans, de ces Africains, mais ils voulaient même débattre cette colonisation, même s'ils n'ont pas vraiment mis en question toute l'idée de la colonisation à ces moments-là, dans les années 30, mais il faisait déjà des critiques et il voulait principalement débattre cette place qu'ils avaient comme des intellectuels d'un côté, mais en même temps des intellectuels qui n'étaient pas reconnus comme tels. Mais pourquoi? Je crois que c'est cette situation c'est le principal dans le cas de la négritude, parce que si on pense à la situation de ces intellectuels à Paris, à ces moments, dans les années 30, des intellectuels, femmes et hommes noirs, donc comme ils étaient traités dans ces moments à Paris, cette ville qui était, on peut penser à ces moments, la capitale d'un empire colonial. On ne pense pas normalement à ça, mais la France était un empire colonial jusqu'à 1946 officiellement, mais après 1946, ça change, ça va avoir un autre nom, l'Union française, mais officiellement, la France était un empire colonial jusqu'à 1946. On ne pense pas normalement à ça, mais c'est très récent. Ouais. C'est très, très récent. Et je crois que la question principale de la négritude, donc, ça vient de cette situation de ces intellectuels à Paris et les difficultés qu'ils ont trouvées pour être des intellectuels noirs. Et donc, ils ont commencé à penser ça, à faire des liaisons avec la situation des hommes et des femmes noirs aux États-Unis, par exemple. Donc, ils ont lu beaucoup des écrivains qui ont fait partie du Harlem Renaissance,
à New York. Alors, donc, cette littérature américaine, cette littérature des États-Unis était très importante aussi comme en précédent, comme aussi une référence pour cette élite intellectuelle. Et c'est Aimé Césaire qui a créé le mot négritude. Normalement, on dit qu'il a créé le mot a été écrit la première fois en 1935. Elle est dans un petit journal qui s'appelait L'Étudiant noir. Donc, les numéros 3, je crois, de L'Étudiant noir. C'était un petit journal des étudiants des Antilles à Paris, de l'association des étudiants martiniquais à Paris. Et le mot, ça vient même d'un mot qui c'est un insulte. Donc, Ah oui? négritude, oui, si on prend le mot négritude, on voit que ça vient du mot nègre et pas du mot noir. Donc, à ce moment-là, le mot nègre était une manière d'insulter les personnes qui n'étaient pas blanches et qui étaient des personnes noires. Black, comme on dit maintenant. Mais à ce moment-là, donc, le mot nègre était comme, on peut dire, c'est semblable à des mots qui existent un peu au Brésil ou aux États-Unis, dans l'Amérique, en fait, qui sont des mots que c'était des stigmes à ce moment. Donc, il a appris ces mots, que c'était un insulte, et a utilisé ces mots pour créer un mot différent, mais pour un mot qui va être un emblème de cette intellectualité. Donc, il a pensé un peu à partir d'un mot qui était un insulte, mais il a changé ces mots, il a inversé l'idée qui venait avec le mot pour prendre un peu de, je crois, le pouvoir qui venait avec ce mot, mais qui était lié était un pouvoir qu'ils ont subi. Mais après, maintenant, c'était quand ils ont créé le mot négritude. Maintenant, donc, le mot était son arme, pas quelque chose qui était une souffrance ou quelque chose comme ça, mais un peu au contraire. C'était donc un emblème maintenant. Oui, et maintenant que tu as commencé à parler ça, je pensais qu'il y a le mot nègre, mais aussi attitude, d'une certaine manière, non? Négritude, nègre, attitude nègre, une chose comme ça. Oui, donc l'idée de la négritude, c'est de trouver même les caractéristiques qui étaient des caractéristiques liées à l'idée d'être à une identité noire, je pense, on peut dire comme ça. Mais si on peut, qui a créé ces mots, donc cette élite intellectuelle, et la situation dans laquelle ils étaient à ce moment, on peut penser un peu que c'était principalement une identité liée à l'idée de l'intellectuel. Donc, l'idée même d'être intellectuel et comment être intellectuel dans un moment, dans une place, dans un pays où être intellectuel n'était pas une chose possible, considérée possible pour les personnes qui n'étaient pas blanches ou même pour les personnes qui n'étaient pas des citoyens, comme le cas de Senghor, qui est arrivé à Paris en 1927, je crois, mais il n'était pas un citoyen parce qu'il n'avait pas né dans le cadre commun qui était les uniques villes à l'AOF où les personnes qui étaient nées à ces quatre communes étaient des citoyens
automatiquement. Donc, il a eu besoin de revendiquer. Donc, il a fait ses processus de devenir français à partir de l'assimilation. Donc, on voit que je crois que c'est même la négritude, donc a cette racine, le mot nègre, mais il y a aussi cette idée d'attitude. Et je crois que c'est important parce qu'elle vient un peu comme une action, hein, une manière de faire, de transformer des discussions en action, je crois. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est une image qui Aimé Césaire a liée, très important. C'est très important pour son œuvre. Donc, à ce moment-là, il était aussi un poète comme Senghor. Et l'image de la négritude, pour lui, était l'image d'une chose qui n'était pas une pierre, qui n'était pas un tour. Il a parlé comme ça dans son poème Carrière d'un retour au pays natal des années 30 aussi, qui a été publié dans les années 30 aussi. Et donc, c'est l'idée même je crois, de prendre quelque chose qui était une estime, était une manière de infériorisation de cette partie de la population, mais de transformer ça à une manière de lutter, en fait, hein, une manière de parler d'une manière active et de mener une lutte. Je crois que c'est comme ça ça arrive. Donc, l'idée de l'attitude, c'est très important parce qu'il y avait même une critique à ce moment à une idée de la raison comme une raison française, une raison européenne, occidentale, très, très fermée, très hermétique, très je crois même passive. Il faisait ses critiques, même pas seulement Césaire, mais il y avait même à ces moments cette critique un peu générale à l'idée de la raison dans le monde occidental. Et je crois que la négritude a un dialogue aussi avec cette critique à l'idée de la raison française, à l'idée d'une raison instrumentale. Donc, il y avait cette côté aussi de voir en fait, une proposition. Donc, une proposition de comment changer, comment faire meilleur, comment changer le monde occidental, comment changer la modernité et faire une modernité, une vraie modernité à la fin. Donc, c'était un peu toujours l'idée d'une chose active, d'une manière de changer vraiment quelque chose. Oui, c'est intéressant, ça me fait penser à un sentiment que j'ai eu. Bon, ce mois, on parle de le lièvre, n'est-ce pas? Donc, on est là justement à partir de ce livre-là que Adrien il m'a indiqué et on a décidé de commencer le podcast avec cette histoire. Et tout ça que tu viens de dire, ça me fait penser à un sentiment que j'ai eu quand j'ai compris le pourquoi, n'est-ce pas? Donc, le lièvre, il a été écrit et en même temps que j'ai trouvé très beau, puisqu'en fait, c'est une façon d'apprendre avec la langue du colonisateur, avec ses propres histoires. En même temps, c'est super triste, n'est-ce pas? Et donc, puisque voilà, c'est une
bon, ils apprennent le français. Donc, c'est pas parce qu'ils veulent apprendre. Hein. Donc, comment est-ce que tu vois ça, ce côté de la création du livre, donc à partir de Senghor, de ce mouvement de négritude aussi, et donc il y a une relation, on peut dire. Alors, donc, cette discussion, elle est très polémique. Hein. La polémique. Parce que, en fait, quand on pense dans le cas de l'AOF, il y avait même dans les années 30 déjà des discussions sur ces sujets de la langue, quelle langue utiliser comme langue pour l'éducation, donc quelle langue dans l'enseignement public. Et en AOF, spécifiquement en AOF, on a un enseignement public plus répandu qui dans les autres, je ne sais pas comment appeler l'AOF exactement, mais c'était comme une fédération coloniale, quelque chose comme ça. Donc, des autres structures françaises comme ça qui existaient en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y avait d'autres comme AEF, par exemple, c'était l'Afrique équatoriale française. Il y avait des colonies au nord de l'Afrique. Donc, il y avait donc plusieurs modèles de colonisation française en Afrique. Il n'y avait pas seulement un type de colonisation. Et alors, en AOF spécifiquement, on a donc ces grands, mais quand on dit grand, c'est toujours quelque chose de relatif parce que, en fait, n'était jamais, je crois que c'est important de dire que l'enseignement, même l'enseignement public lié à la colonisation, je crois qu'on peut dire un peu de toute la colonisation européenne à ce moment en Afrique. Mais pour être plus précise, quand on parle de la colonisation française, je peux dire avec certitude que ces types d'enseignement public ou même l'enseignement missionnaire n'a jamais été conçu comme un enseignement de masse, un enseignement que pour tous, en fait, jamais. En fait, il était conçu même comme un type comme une manière de créer des élites, des parties, des populations qui pourraient mener la colonisation localement, on peut dire. Donc, qui, à la fin, faisait partie de l'administration localement. Mais dans le cas de l'AOF, donc, même quand on pense dans un enseignement qui est petit, donc qui n'a pas... on n'est pas très répandu, qui n'a pas cette... on ne peut pas dire donc dans l'enseignement public de masse, jamais à ce moment-là, pendant la colonisation. Mais même quand on pense dans ces enseignements spécifiquement, on a déjà des discussions dans les années 30 sur cette question. Si la meilleure manière de faire cet enseignement était dans les langues locales ou si la langue française était nécessaire, si on devrait même faire cette choix, en fait, d'enseigner le français, mais pourquoi, à qui, par qui. Donc, il y avait beaucoup de questions qui n'étaient pas seulement des personnes de la colonie, en fait, hein, même l'administration coloniale, parce que c'est important de penser
toujours qui dominait une langue donne pouvoir. Parce que si on pense pendant la colonisation, par exemple, avant 1946, quand on n'avait pas cette citoyenneté répandue, donc il y avait le code de l'indigénat, par exemple. Donc, c'était les codes qui étaient un peu comme un code civil, mais pour les indigènes, donc pour le Sudi. Ces codes, par exemple, permettaient le travail forcé jusqu'à 1946 en France. Et aussi, il le dit-elle comment un indigène pouvait, par exemple, entrer avec un processus juridique dans le cadre de la colonisation et tous les systèmes juridiques, ils n'étaient pas dans les langues locales, donc était tout en français. Si on pense, par exemple, un indigène qui ne sait pas parler français, donc il a besoin toujours de voir un colonne ou un administrateur. Donc, ça, c'est une manière de contrôler ces personnes, de minimiser, d'empêcher que cette personne sortait en espace qui la colonisation pensait que c'était l'espace approprié à ces sudis, en fait, à ces indigènes. Donc, dans une collectivité, penser à partir d'une idée collective, pas comme des sujets, comme des individus, donc pas avec la même idée d'un individu avec droit, par exemple. Donc, parler français, on peut dire, pendant la colonisation, ça donnait un peu plus d'espace à ces personnes, espace même espace même physique, on peut penser même, de marcher, de migrer, donc, mais aussi d'espace politique, la possibilité de rejoindre les jeux politiques locaux. Donc, tout ça, c'était très contrôlé par la langue française. Donc, à ce moment-là, on peut penser même qu'enseigner la langue française était une manière, ça, non nécessairement, mais ça pourrait être une manière de donner pouvoir à ces personnes, principalement, je crois, en zone rurale. Oui. Oui, ça. Oui, tout à fait. Ça me fait penser un petit peu à Paulo Freire, n'est-ce pas? Donc, il y a un côté important, n'est-ce pas, de maîtriser, enfin, parce que ça, c'est du pouvoir, quoi. Ouais, donc, donc le savoir, c'est le pouvoir. Et à ce moment-là, si on pense Luc le Lièvre, le livre, conçu en 1953, je crois, par Senghor Issadi, on pense même à ce moment à un peu de insérer les personnes dans cette vie politique, la vie juridique, donc de donner des possibilités, des opportunités pour ces personnes. Parce que à ce moment-là, on était dans le Sénégal
l'AOF, ça faisait partie d'une union française. Donc, parler français à ce moment-là était même un passeport, on peut penser un peu. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il y a même une défense de l'enseignement de la langue française comme une espèce de manière de prendre pouvoir même, d'avoir pouvoir, de pouvoir sortir, de pouvoir avoir voix à ce moment. C'est un peu comme ça, je crois. Donc, la discussion était un peu sur ces sujets. Elle est très délicate parce que si on pense à ces moments-là, maintenant, aujourd'hui, on peut penser non, mais le français, c'est la langue du colonisateur. Oui, mais oui, c'est la langue du colonisateur. Ça, c'est vrai. Mais dans un cadre politique où ces colonisateurs ont encore beaucoup de pouvoir, savoir parler en français, c'est une manière de rencontrer, de trouver beaucoup de fissures, des manières de passer, dépasser même ces structures de pouvoir qui sont asymétriques à ce moment. Oui. Senghor, il dit seulement je me suis souvenu d'une phrase qu'il dit que il a écrit ce livre pour assimiler sans être assimilé. Et cette idée, c'est la racine de l'idée de négritude en Senghor, dans son œuvre. Donc, même en 1900, je crois que la première fois que j'ai lu, la première fois que j'ai trouvé ça dans la documentation était dans un texte de Senghor de 1939, qui s'appelle je donne ces textes toujours à mes élèves, mais ça s'appelle « C'est que l'homme noir apporte ». C'est ça. C'est que l'homme noir apporte. Il parlait même de cette idée. Que l'homme noir, pour lui, c'est pas une idée abstraite comme une chose qui va venir. Pour lui, c'est comme ça. Le noir, dans le texte, il parlait comme ça. Le noir, c'est impossible d'assimiler les personnes africaines, les cultures africaines. Elles assimilent sans être assimilées toujours. Donc, pour lui, il n'avait pas de problème savoir français. Parce que même si il parlait en français, même si les personnes au Sénégal parlaient français, pour lui, était toujours en français sénégalais, était toujours en français nègre, en français changé à partir de culture locale, à partir et plus que ça, parce qu'il pensait même il parlait d'une négritude, pensait un peu comme cette essence, ce qu'il appelait il appelait homme nègre. Donc, l'homme nègre, c'est l'idée même d'une essence il trouvait partout le monde, dans tous les autres pays, alors, dans la diaspora. Alors. Donc, cette idée même de l'assimilation en Senghor, elle est très continue et même elle va être un peu en fait, il y a beaucoup d'opposition aussi à cette idée parce que comme il pense que c'est toujours comme ça, il y a des personnes comme Cheikh Anta Diop, par exemple, même Aimé Césaire qui c'est une espèce de ami de la vie de Senghor, ils sont toujours ensemble un peu, mais même s'ils n'ont pas ensemble jamais, mais même
quand on pense là, l'œuvre de Aimé Césaire et l'œuvre de Senghor, ça, c'est une différence très claire. Donc, en Senghor, on voit même qu'on sait toujours ce qu'on est. C'est un peu comme ça. Et on ne laisse jamais d'être ce qu'on est. Donc, il n'y a pas d'assimilation possible pour lui. Et ça n'arrive jamais. Et donc, les oppositeurs vont dire, mais donc, pas de problème la colonisation. Mais c'est pas exactement ça. On sait que c'est plus complexe que ça. Mais après, quand il comment s'appelle déjà ça? Comment on dit ça en français? Quoi? Quand il devient président du Sénégal indépendant en 1960, il va mener une politique de proximité avec la France. Donc, qui ne va pas être considéré par ses oppositeurs comme une option même. Il va avoir beaucoup d'oppositeurs dans les premières années. Même son premier ministre, il va mettre en prison en 1962. Et après, en 1966, même si le Sénégal continue d'être une démocratie pluripartidaire au papier, en pratique, il va avoir seulement un parti, c'était le parti socialiste sénégalais, c'était le parti du Senghor. Même après, ça va durer jusqu'à 1976. Et après 1976, il va mener une politique qui dit que l'opposition, en fait, que le Sénégal n'a pas besoin d'opposition, mais de contribution. Donc, même le parti différent, l'idée, c'est de ne pas transformer ça, ne pas penser à ça comme des oppositeurs. Donc, même chez Anta Diop, va être en prison pendant quelques moments et ostracisé pendant les années 60 et 70 aussi. Parce qu'il refuse de laisser le Sénégal, mais au Sénégal, il n'a pas pouvoir de parole, il n'a pas espace. Et donc, il va rester en Sénégal, mais il va rester un peu oublié. Et seulement après sa mort, il va être un peu souvenu, il va donner nom à l'université de Dakar. Et tout ça après, un peu après, parce que pendant les années du gouvernement Senghor, il va être un peu comme oublié même. Ah, c'est bizarre, hein? Parce que je pense que quand on écoute l'idée d'un président poète, on n'imagine pas les choses qui se passent derrière le rideau. Hein? Donc, il y a aussi ces petits problèmes-là chez Senghor. Senghor, homme politique, parce qu'on connaît Senghor comme homme littéraire seulement. C'est la première fois que j'ai cette discussion politique sur Senghor. Et c'est très étonnant en fait, parce que si on pense le discours que pas d'opposition, c'est pas de démocratie en fait. Et donc, c'est quand même fou, n'est-ce pas? Donc... Oui, mais l'idée de l'unipartidarisme à ce moment en Afrique, dans les années 60, 70, est très répandue, très forte.
c'est l'idée même l'indépendance, la formation, bâtir un pays. C'est un effort qui doit être un peu l'effort de tout le monde, de toute la nation. Donc, l'opposition est un peu, dans ces cas, est un peu décrite comme une espèce de anti-révolution, d'un mouvement contraire à l'idée du changement, un mouvement contraire à l'indépendance. Donc, c'est très... l'idée de l'unipartidarisme, c'est très importante. Et aussi, c'est cette voie de l'opposition comme une chose négative est très lourde même. Hein? C'est un discours très lourd, les discours de l'ennemi interne même, parfois. Ouais. Donc, et très compliqué aussi si on pense à la colonisation, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait l'espace, il a été, enfin, il y avait des différences énormes, n'est-ce pas? Si on pense au Sénégal, par exemple, mais j'imagine, mais même au Brésil, n'est-ce pas? Donc, le Brésil est énorme, donc ça veut dire, il y a des communautés, n'est-ce pas, différentes partout. Et donc, cette idée-là de colonisation, bon, voilà. Beaucoup de choses à cette penser. idée de bâtir une nation, en fait. Même en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, je crois, c'est toujours difficile parce que la nation, c'est une communauté imaginée énorme, si on pense. Mais il y a déjà d'autres communautés imaginées. Donc, la nation qui est pensée comme on pense la nation à partir le 19e siècle. Donc, c'est une manière de penser cette formation politique qui parfois va exactement avoir des oppositions parce qu'elle veut penser un territoire, mais il y a d'autres manières déjà qui sont là, qui jusqu'à ces moments étaient des manières de penser ces territoires déjà. Et il y a aussi des élites locales, donc il y a des groupes de personnes qui étaient liées au pouvoir dans ces autres types de communautés imaginées. Donc, quand on pense à la formation de la nation, c'est toujours confront, c'est toujours un combat, des disputes même. Oui. Est-ce que Senghor, au moment de cette décolonisation et au moment de cette indépendance même du Sénégal, il a été... Parce que comment il est arrivé à la présidence comme ça, avant même d'arriver à la présidence, Ousmane nous a déjà parlé qu'il était homme politique déjà en France, mais est-ce qu'il a participé de cette lutte, comme tu as dit, pour l'indépendance du Sénégal ou après que beaucoup de gens se sont battus pour ça, il a seulement pris le poste de, de la tête du chef et tout ça, chef d'État? Donc, non, Senghor était une figure majeure, donc politique. Il était un député. Quand ils ont changé la Constitution française en 1946, ils ont donc créé l'Union française et créé beaucoup de places représentatives des territoires et des départements d'outre-mer qui ont été créés donc dans ces moments-là. Et même à la création de cette Constitution de 1946, on a déjà la participation, Senghor inclus, de tout un groupe de députés d'outre-mer. Et Senghor, il va être
être élu de 1945 jusqu'à 1958, quand on n'a plus de AOF. L'AOF, ça finit en 1948, après le référendum, qui donne place à une nouvelle constitution française, qui c'est la constitution de la 5e République, je crois. C'est la République dans laquelle les Français sont maintenant. Et alors, donc, cette constitution, elle a fini avec l'AOF, donc elle a changé de nouveau. Donc, on n'a plus d'Union française, maintenant, on a des communautés françaises après ça. Mais Senghor, donc, avait une place importante dans toute cette période, dans tous ces débats. Et en fait, il n'avait pas c'est le plus polémique encore. Il n'avait pas même un avis très clair sur l'indépendance. Même en 1958. En fait, il était un peu vu à ce moment-là comme une force conservatrice. Donc, il voulait d'autonomie, mais non exactement une indépendance totale. En fait, il défendait à ce moment une fédération avec le pays de l'ancienne AOF unie, mais aussi avec la France. Donc, le pays uni comme une confédération entre la fédération des pays de l'AOF et la France. Donc, mais avec le même lieu un peu. Parce que la communauté française a été conçue comme une espèce de fédération, mais c'est qu'il Senghor et d'autres députés d'outre-mer n'ont pas trouvé juste, c'était que la France elle avait aussi une place différente dans cette fédération, dans ces modèles de fédération qui était la communauté française. Donc, ça n'a pas duré. On voit la communauté française conçue en 1958, née en 1958, mais ça dure jusqu'à 1960. En 1960, tous les pays de l'ancienne AOF étaient déjà indépendants. Donc, cette communauté française n'a pas une grande vie, mais on voit à ce moment donc beaucoup de discussions sur la question de l'indépendance, parce qu'il y avait plusieurs modèles d'indépendance à ce moment en AOF. Plusieurs partis et plusieurs idées sur le futur de l'Afrique. Donc, plusieurs manières d'imaginer cette Afrique. Et même l'idée du panafricanisme, par exemple, qui était représentée, par exemple, par Kwame Nkrumah en Ghana, au Ghana. Donc, Nkrumah, par exemple, qui était le président du Ghana à partir de 1957, quand le pays est devenu indépendant, il était un grand défenseur international de l'idée d'un États-Unis de l'Afrique, donc d'une grande fédération. Oui. Oui, mais son idée n'a pas vécu Oui. de temps. Oui. Elle est un peu, elle perd force pendant les années 50 et principalement dans les années 60 quand il souffre un coup d'État en 1966.
Mais même l'idée du panafricanisme, par exemple, ça faisait partie aussi du répertoire, ces moments en AOF. Donc, c'était aussi une possibilité qui a été pensée comme un possible futur, par exemple, pour l'AOF. Cette idée d'une confédération et une fédéralisation avec la France était conçue par Senghor, mais aussi il y avait la figure, par exemple, du député de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui était, par exemple, pour une fédération, mais sans une confédération, mais sans la fédération des pays des AOF, une fédération des pays indépendants, complètement indépendants, avec la France. Mais donc, les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, mais sans l'AOF, sans revenir à cette idée d'une fédération ouest-africaine. Donc, par exemple, c'était une figure qui a disputé avec Senghor au scénario international, régional, par exemple. Et quand le Sénégal est devenu indépendant, il est devenu indépendant comme une fédération avec le Mali. C'était la fédération du Mali. Ça a duré 3 mois, environ 3 mois. Et après, la fédération, elle n'est pas survécue à des différences de voix politiques entre Senghor et le président du Mali, c'était Modibo Keïta, parce que en fait, Modibo Keïta aussi ne voulait pas maintenir des rapports très proches avec la France comme Senghor, par exemple. Donc, et pour le Mali, c'était plus difficile parce que le Sénégal a une zone littorale. Donc, il a des ports, il a des sorties pour la mer. Donc, et le Mali n'a pas. Et le Sénégal a été le centre de l'administration pendant l'existence de l'AOF. Donc, il y avait déjà au Sénégal des structures administratives qui n'avaient pas de la même manière au Mali. Donc, le Sénégal avait plus de pouvoir à ce moment économique, même maintenant, mais une posture très différente politiquement de la posture du président du Mali. Donc, ça n'a pas duré. On voit donc qu'il y a plusieurs manières de voir cette idée de l'indépendance, mais oui, en fait, à la fin, Senghor était au centre des mouvements de négociation, mais là, l'indépendance en AOF n'a pas été une lutte comme un combat corps à corps, donc n'a pas eu de guerre, donc n'était pas la voie, comment on dit ça déjà? La voie armée, donc oui. C'était une voie négociée. Pardon, donc c'était la voie négociée, donc c'était une négociation. Mais ça aussi, c'est une chose qui a été vue à ce moment-là négativement pendant des partis plus radicales, on peut penser, plus liées à l'idée de la nécessité, du besoin d'une rupture totale avec le colonisateur, mais a été donc une voie négociée, mais négociée principalement donc pour ces figures liées au parti, liées donc déjà
à la politique française aussi parce qu'il était député représentant les territoires d'Afrique, mais en France, parce que l'Assemblée nationale de laquelle il faisait partie était menée en France. Donc, ils étaient de personnes liées au scénario politique en France et en Afrique en même temps. Donc, cette liaison, elle est un peu ce qui Senghor a été toujours critiqué d'essayer de maintenir un peu, on peut dire. Même la citoyenneté et la citoyenneté conjointe, il était français, il n'a pas laissé d'être français après l'indépendance. Donc, il reste français et sénégalais. Ça, par exemple, c'était un des points sur lesquels a parlé beaucoup Cheikh Anta Diop, par exemple, plusieurs fois. Le président du Sénégal n'est pas sénégalais, il parlait. Donc, mais parce que aussi, Senghor, par exemple, était une figure majeure dans la création de l'organisation de la francophonie, par exemple. Donc, il a maintenu la liaison entre l'université de Dakar, des universités sénégalaises et les universités françaises, des structures, des organisations. Et donc, en 1968, par exemple, on a des manifestations en Dakar faites pour les étudiants sénégalais de l'université de Dakar, par exemple, que critiquaient beaucoup les curriculums parce que les matières étaient des matières, les mêmes matières qu'en France, par exemple, la même structure, et même comme c'était le même diplôme. Quand ça 1968. Oui. Comme était le même diplôme, il y avait plusieurs élèves d'Europe à Dakar. Donc, ils ont fait des manifestations contre la baisse de la bourse pour les élèves sénégalais. Et aussi, ils ont touché à ces points-là parce qu'on a une université sénégalaise, mais c'était l'unique université à ce moment-là en AOF qui avait plus d'élèves de l'extérieur qui d'élèves sénégalais. Donc, mais pourquoi? Donc, ils ont fait des manifestations et ils ont été bien opprimés. Ces manifestations ont été persécutées par le gouvernement de Senghor. Oui. Bon, maintenant, je comprends. Bon, à partir de tout ça, je comprends un petit peu pourquoi est-ce qu'il est parti vivre en France. Hein. Donc, mais non, parce qu'il est bien aimé, je crois aussi. C'est une figure polémique, je crois, mais c'est une figure qui est vue au Sénégal, même aujourd'hui, un peu comme le père de l'indépendance, on peut penser. Même le Sénégal a cette idée nationale d'être un pays sans conflit politique, d'être un pays de l'harmonie, un peu comme le Brésil. Donc, et même c'est une idée parce que c'est une idée liée aussi à l'histoire du Sénégal. Le Sénégal n'a pas eu de coup d'État, par exemple. Donc, on a ces gouvernements de Senghor, mais il n'a pas eu de coup d'État, il n'a pas eu des assassinats de politiques. Hein, donc, il a souffert une tentative, mais n'a pas été assassiné. Donc, et c'est lui-même qui laisse la présidence. Donc, il laisse le mandat. Mais il laisse le mandat pour son vice, hein, la personne
qui l'a suivi, était Abdou Diouf, qui était son allié. Donc, c'est une continuation un peu. Ouais. Ouais. Et en fait, le discours, quand il est parti, a été un peu comme je ne vous abandonne pas, n'est-ce pas, quand on a discuté Oui. le dernier épisode. Donc, c'est une espèce de... Et tout le monde, non, on n'abandonne pas. Il a dit, non, je reviens. Oui, et même aujourd'hui au c'est fort. Sénégal, cette discussion, ça continue en fait. Aujourd'hui au Sénégal, cette année, on a eu des conflits, des manifestations pendant les premiers mois de l'an, dans lesquels, à nouveau, on a mis en question cette indépendance, si l'indépendance a été faite ou pas, si cette négociation, ça a donné lieu à un pays vraiment indépendant ou si les liaisons avec la France, même aujourd'hui, sont très lourdes. Donc, ils ont empêché cette construction, la construction du Sénégal, par exemple. Et ils ont même, les manifestants, ils ont même attaqué Auchan, par exemple, des entreprises françaises à Dakar, par exemple, pendant les manifestations. Donc, c'est une question très délicate, je crois, mais ça revient parce que c'est une question très importante. Ça touche des questions centrales pour penser la formation récente des pays en Afrique en général, mais au cas du Sénégal, principalement. Ici, on pense à la figure de Senghor. C'est une figure qui est utilisée maintenant, même après sa mort en 2001, c'est une figure utilisée par des diverses partis, en fait, par divers partis, par des groupes différents, avec des postures politiques très différentes. Mais c'est un peu une figure, une mémoire très importante, une mémoire politique très importante, même aujourd'hui au Sénégal, parce que c'était une figure majeure même, pour le bien et pour le mal, je crois. C'est une figure importante, mais complexe, c'est ça l'idée. Comme un être humain même. Exactement. Important et complexe. Oui, je vais écrire sur ma pierre tombale. Important et complexe. Je blague. Donc aujourd'hui, il y a encore des mouvements anticolonisateurs au Sénégal. Aujourd'hui, il y a encore des mouvements qui sont contraires à ces projets de maintenir des rapports avec la France très proches, c'est ça. Parce que c'est un projet politique. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'au moment où l'indépendance a lieu au Sénégal, on avait déjà beaucoup de projets sur quelle indépendance, sur quelle manière d'être indépendant, sur ce qui, en fait, ça signifiait ou pas. Mais la question, c'est qu'on a la figure de Senghor, ça signifie, je crois, un peu un projet spécifique. C'est un projet de proximité avec la France, économiquement, éducativement. Ça va changer, mais ce n'est pas une chose statique, donc c'est plus complexe que ça, mais je crois que sa figure au moment de l'indépendance, ça signifie un peu un projet politique des proximités, ce qu'il rappelait même d'un côté plus littéraire, je crois, l'idée même de la civilisation de l'universel, par exemple. Donc, il parlait même de cette idée de l'harmonie et aussi d'une voie africaine du socialisme qu'il pensait comme un régime politique de la même idée
de ne pas avoir une opposition, mais une complémentarité. Donc, c'était l'idée même la France, c'était déjà ça, la France, la culture française, le français, ça faisait partie déjà du Sénégal. Ça faisait partie déjà de la culture locale parce que ça a, comme si c'était déjà assimilé au Sénégal. Donc, l'idée, c'était un peu maintenir ces rapports politiques faisait partie de cette voie pour l'harmonie. C'était, selon Senghor, même basé sur cette essence africaine qui, pour lui, était une essence de la communion, de l'approximation, de la proximité, de la possibilité d'harmonie, de conversation, ce type d'images qui nient le conflit un peu. Donc, un peu en voyant l'idée de la métissage, on peut dire, au Brésil, par exemple. Oui. Un peu proche de l'idée de métissage. Donc, son projet politique est très lié à cette idée littéraire, son idée, par exemple, de la culture, comment penser la culture française et sa liaison avec la culture qu'il appelle la négro-africaine ou même sénégalaise, ou même avec la négritude. Donc, elle a écrit, par exemple, sur la relation entre la négritude et le français, la négritude, la latinité, même utilisant des mots aussi, des références, par exemple, à Gilbert Freire. Donc, c'est une voix politique qui a un dialogue direct avec sa pensée intellectuelle. Et ça signifie un peu, je crois, un projet qui donne place à une proximité avec la France. Et l'idée, par exemple, de la francophonie, etc. Donc, c'est ça. Au moment même de l'indépendance, il avait déjà des critiques. Après, il avait déjà des critiques. Il a eu aussi des critiques. Il y a eu pendant la décennie de 1960, après 1970, toujours des oppositions, même quand il n'y a pas de parti, la possibilité de plusieurs partis, on a même quand même des oppositeurs, comme par exemple, j'ai parlé de Anta Diop, mais il y a plusieurs oppositeurs. Je crois que même aujourd'hui, ces scénarios n'est pas encore je crois les problèmes sont différents parce que ça change. C'est une société dynamique, comme toutes les sociétés du monde, mais a aussi une liaison avec cette histoire récente. C'est très, très récente. Et avec ces débats qui, même aujourd'hui, quand on parle d'une manifestation, quand on voit une opposition, donc on voit de débats sur le Sénégal, sur la politique externe, sur l'économie nationale, ça vient. L'idée de l'indépendance, la question sur si cette indépendance a été vraiment une indépendance ou non. Donc, je crois que c'est très significatif ça venir même aujourd'hui, en 2021, ça vient toujours. Donc, je crois qu'il y a encore des questions à être débattues, comme au Brésil, comme partout, je crois. Ah, parfait. Maintenant, une question m'est venue à la tête. Quand est-ce que dans ton parcours académique, je t'imagine là, une jeune fille mineure étudiant histoire à l'Université fédérale de Minas Gerais, dans ton cours de licence, à quel moment exactement tu as décidé d'étudier les intellectuels de l'Afrique occidentale colonisée par la France?
Alors, c'est une question qui m'ont fait plusieurs fois, en fait. Parce que je suis une femme, je suis blanche, je suis... Donc, parfois, les personnes ont cette question. Alors, j'ai commencé à étudier l'histoire, en fait, intellectuelle de l'Afrique de l'Ouest parce que je voudrais étudier l'histoire de l'Égypte, de l'ancienne Égypte. De l'ancienne Égypte. Donc, la question c'était qu'à mon université, à WFMG, il n'y avait pas un professeur ou une professeure qui qui acceptait d'orienter un élève, une élève sur ces sujets-là. Parce qu'il n'avait pas un spécialiste en Égypte. Il y avait un spécialiste en histoire de l'Antiquité, mais c'était un très bon spécialiste, mais un professeur de Grèce. Donc, je lui ai demandé si il pouvait m'aider, mais il m'a dit que non. Il m'a dit que non, qu'il préférait ne pas faire ce type d'orientation parce qu'il ne se sentait pas capable. Donc, il m'a dit, tu peux chercher quelqu'un à l'Université fédérale Fluminense, la UF, ici à Niterói, parce qu'il y a un spécialiste. Mais parce qu'il a parlé à ce moment au Brésil, on peut compter les spécialistes en Égypte. Dans notre monde, il y a 9 spécialistes en Égypte au Brésil à ce moment. Donc, ce n'est pas même quand on pense à l'histoire de l'Antiquité, qui n'est pas un champ très grand au Brésil, très répandu. L'Égypte n'est pas la principale branche de ce champ. Donc, j'étais triste parce que je voulais même travailler sur l'Égypte. Mais à ce moment, je faisais une discipline sur l'histoire de l'Afrique contemporaine avec un autre professeur. Et j'ai commencé à lire des textes qui parlaient de Cheikh Anta Diop, sur sa quête de l'histoire de l'Égypte, d'un Égypte noir, de son livre Nation, Nègre et Culture de 1955. Et alors, j'ai commencé à lire sur Cheikh Anta Diop parce que c'était un peu étudier l'histoire de l'Égypte aussi, parce que j'étudie l'intellectuel Cheikh Anta Diop dans les années 50, mais aussi le débat qu'il faisait sur l'histoire de l'ancien pays, donc de l'ancienne Égypte. J'ai commencé à étudier donc Cheikh Anta Diop, son idée de formation aussi d'un État en États-Unis de l'Afrique, son idée panafricaniste, son idée d'histoire aussi, comment il pensait l'histoire comme une manière de former une conscience, de façonner même une confiance aussi nationale, mais aussi une conscience nationale. Donc, comme il pensait, c'est une idée d'histoire et ils sont nécessités à ce moment de l'indépendance des pays africains. Donc, c'est ça que j'ai commencé à étudier. Et alors, après, ça va un peu
sorti de mes contrôles parce que je veux chercher d'autres intellectuels avec lesquels il était en dialogue pendant les années 50. Et quand je lis la première fois les écrits de Cheikh Anta Diop, j'ai trouvé plusieurs fois il parlait de quelque chose que je ne savais pas de quoi. Par exemple, il faisait des critiques, pas nommées, mais des critiques à Senghor, des critiques à la négritude de Senghor, à une idée de négritude. Il commençait parfois ses textes avec ses critiques, même en 1950. On a par exemple son participation au premier congrès des écrivains et artistes noirs en 1956. Il a fait une communication. À ce moment-là, il avait déjà publié son livre, qui était une thèse, mais qui n'a pas été bien reçu, donc elle n'a pas été approuvée en Sorbonne, mais il a réussi à publier cette thèse comme livre, Nation Nègre Culture, à partir de la maison d'édition de Présence africaine. Donc, il a été publié par Présence africaine en 1955. Et donc, en 1956, dans ces congrès qui a été soutenu par Présence africaine, il était déjà un intellectuel très, très fameux, très célèbre entre les étudiants, principalement les étudiants africains qui étaient en France à ce moment. Donc, il a été ovationné pendant le congrès. Et donc, quand j'ai lu ces textes qui étaient son communication en 1956, il parlait, par exemple, au premier paragraphe même, il parlait d'une idée selon laquelle la contribution africaine à la modernité était liée à la culture. Et selon lui, ça était déjà une manière de limiter les sujets de commencer déjà en limitant le sujet, parce que selon lui, la contribution était scientifique, culturelle, linguistique, parce qu'à la fin, ce qu'il disait, c'était que le berceau de la civilisation, même la civilisation occidentale, était égyptienne, parce qu'à la fin, ce qu'il disait, que le berceau était égyptien, parce que l'Égypte était la place où les Grecs sont allés pour apprendre ce qui après ils ont fait comme ils ont transformé, ils ont bâti comme la philosophie grecque, comme la civilisation grecque. Donc, il disait, comme les Européens, on doit faire comme les Européens font avec l'histoire de la Grèce. Donc, on doit en premier lieu prendre cette histoire de l'Égypte comme une histoire d'origine d'une culture africaine. Donc, ça, c'est une côté de son étude. Mais après, il a dit, ici, on pense donc que l'Égypte était la grande référence dans l'Antiquité. On peut dire même que la civilisation occidentale dans l'Europe se pense la légataire en fait, c'est une civilisation africaine. Donc, à la fin, il faisait une inversion de l'argument tel que on voyait donc l'Égypte comme une espèce de berceau de la civilisation occidentale et la civilisation occidentale, une civilisation des droits de l'Afrique. Donc, quand il parlait, quand il faisait cette critique, je pensais, ouais,
il parle de qui ici? Il parle avec qui? C'est qui la cible de ces commentaires? Hein? Et donc, alors, j'ai commencé à chercher et j'ai commencé à trouver des choses. La négritude, hein? L'idée célèbre de Senghor, célèbre et très critiquée de Senghor, par exemple, l'idée quand il parle dans ce même texte de 1939, quand il parle de le contribut de ce que l'homme noir apporte, il est en parlant de ce que l'homme noir apporte à la modernité. Et la réponse qu'il donne, c'est l'émotion. Donc, il parle, la phrase qu'il dit, qui a été célébrisée, c'est l'émotion est noire comme la raison Hélène. Donc, ce qu'il disait donc, à ce moment, c'était que le contribut, c'est ça qu'il appelait la civilisation négro-africaine amenée à la modernité, c'était ces côtés de l'art, de la culture, de l'émotion. Mais à ce moment, c'est un contexte où il y avait une critique de la raison, une critique, comme j'ai déjà dit ici, une critique de la raison européenne, même parmi les Européens, une critique d'une idée de raison très instrumentalisée, très technicienne. Alors, c'était une critique très répandue et faite par des différents côtés politiques, mais quand, j'imagine, quand Cheikh Anta Diop a lu cette idée pendant les années 50, qui sont très proches, mais ça, c'est un changement intense, je crois. Il faut toujours penser à la Seconde Guerre, donc ça change beaucoup le scénario. Et quand il a lu, je crois, pendant les années 50, cette phrase et d'autres choses de Senghor, comme d'autres intellectuels pendant les années 50, il a trouvé ça bizarre, il a trouvé ça impossible de défendre, en fait, parce que c'était d'une forme, une manière c'était une manière de confirmation de quelques idées qui ont fait partie des idées racistes françaises, des idées scientifiques, de l'eugénie, des idées qui ont même justifié la colonisation. Donc, c'est une phrase très délicate, très polémique pour ça. Il faut penser toujours à son contexte, mais je crois que quand j'ai lu Cheikh Anta Diop, ce que j'ai vu, c'était il était un peu étonné de ça qu'il avait lu et qui a été écrit par une personne très importante, comme on a déjà dit ici. Donc, je crois, c'est ça qui m'a touchée, qui m'a vraiment touchée à ces débats et à la manière très complexe, en fait, dans laquelle parfois on n'est pas habitué à voir des intellectuels, des idées africaines. En fait, on n'est pas habitué parce qu'il n'y a pas une structure au Brésil, je crois, pas encore, mais ça change. Mais il n'y a pas une structure, même à l'université, je crois,
où on peut lire ces auteurs et débattre ces idées et débattre les idées qui sont des critiques, les idées occidentales. On reste très lié à un canon. Oui, canon. On reste très lié à un canon et je crois qu'on a difficulté de voir la complexité dehors ces canons. Donc, ce que j'ai expérimenté, c'était cette diversité, un débat immense et auquel on ne faisait pas référence, personne ne les présentait ne nous présentait pas pendant la faculté. Donc, je trouvais ça un peu inébriant. Ah ouais. J'ai bien aimé, c'est ça. Ah, c'est belle l'histoire en fait. J'aime poser ce type de questions parce que parfois c'est compliqué de trouver une route. On pense que la vie elle est une chose très droite, une ligne droite, hein, mais en fait, comme Guimarães Rosa disait aussi, on marche un peu comme une âne dans le brouillard, comme um burrinho na neblina, né? Ouais. On ne sait pas exactement, on ne voit pas exactement la route, mais on peut sentir les choses et utiliser les autres sens, que c'est pas la vue, pour s'orienter, hein. C'est très, c'est très bonne histoire même. Bon, je pense qu'on arrive vers la fin aussi. On a déjà pris beaucoup de ton temps et ça a été très riche déjà. Oui. J'aimerais te demander une autre. En fait, j'aimerais savoir si il y a une question qu'on ne t'a pas posée, mais que tu aimerais répondre, que tu Ou en aurais. commentaire. Je crois que je vais bien parler. En fait, j'ai trop parlé parce Ah que ben non, 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 non. non, je suis un peu dangereuse quand on commence à parler de ces sujets. Je parle beaucoup. Donc, je pense que ça va donner un petit travail pour Adrien de faire l'édition déjà. Et c'est ça, je voudrais en fait dire que ça peut être tout ça que j'ai dit ou non. C'est ça. Ah, je peux dire maintenant que c'est un bon danger, c'est un honneur, hein. Mais je pense que si tu aimes parler, tu es à la bonne place, hein. Rien de mieux qu'un podcast, en fait. Oui, oui. Mais c'est parce que quand je commence, c'est une référence qui va donner Après l'autre, oui. le sujet Parfait. après le sujet. Alors, une dernière question, je te promets. C'est qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Donc, on fait toujours cette question pour nos invités. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu nous indiques comme lecture, série, film? Qu'est-ce que j'indique? Donc, pour savoir un peu pour écouter un peu sur l'histoire de ces intellectuels, je crois qu'il y a un documentaire qui j'aime bien, qui s'appelle Lumière noire. C'est récent, en fait, c'est de 2007, si je ne fais pas d'erreur, mais c'est un documentaire qui j'ai sous-titré avec Tatiana. Oui, et c'est un documentaire très de Bob Swan, je crois, que c'est le metteur en scène. Et alors, c'est un documentaire sur le premier congrès d'écrivains et d'artistes et d'écrivains noirs de 1956, mais il parle un peu du scénario, du contexte. Il y a des participations, par exemple, de Aimé Césaire. Il y a une partie où il explique bien l'idée de la négritude, le mot nègre. Il dit comment le mot nègre l'emmerder et comment il va essayer d'utiliser
potence, cette, Mhm. je crois, Puissance. exactement, cette puissance pour, comment il a essayé donc d'utiliser cette puissance du mot nègre pour créer ces néologismes, ces mots négritude, par exemple. Et ça, c'est une bonne référence, je crois. Il y a aussi en ligne sur le YouTube un film qui s'appelle Les statues meurent aussi. C'est un film d'Alain Resnais et Chris Marker de 1953, soutenu par la présence africaine, qui parle un peu de l'art africain, un peu de comment c'est l'art a entré l'espace, le scénario artistique français, mais colonial en fait, comment ça a liaison avec la colonisation, le pouvoir du colonisateur et comment le musée européen un peu le significat de cette présence de ces arts dans les musées européens et comment ces musées font partie d'un projet politique aussi. Mais c'est très abstrait, très beau, avec des images, mais il parle beaucoup aussi d'une idée de négritude, une idée pas du tout une idée qui a été renforcée pour tout le monde, mais une idée qui était disponible à ce moment pendant la décennie 1950. Et c'est intéressant de voir même un peu cette complexité. C'est ça. Parfait. Très bien. Alors, on va bien goûter, hein? On va bien prendre notre pain français avec avec ce film. J'ai bien aimé. Oui, j'ai pas compris, mais le metteur en scène du premier Lumière Noire, il vient d'où? Lumière Noire, c'est Bob Swan, je crois. C'est pas un homme français. Bob Swan. Oui. Mais quelle est sa nationalité? Ah, je ne sais pas. Le documentaire a été fait en anglais, je crois. Mais j'ai sous-titré avec Tatiana une version en français déjà. Oui. Bon, ça a été très Merci. cool, hein? Ça a été un énorme plaisir. Merci beaucoup, Raissa. Tu as enrichi énormément notre discussion, hein? Ça a été très, très, très beau d'écouter. Et pour nos auditeurs, vous pouvez nous écouter aussi sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre Instagram, @ponfrançaispodcast, des commentaires sur cet épisode ou de n'importe quoi, hein. Nous sommes là, on va vous écouter aussi. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci beaucoup, Raissa. Merci tous les deux. Merci tout le monde qui m'a écouté jusqu'ici. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.